Bonjour, bienvenue dans cette première session de travail sur le sculpteur Auguste Rodin. Nous allons découvrir son œuvre en fait dans une approche très simple. En fait, je vais vous proposer une approche chronologique de son travail. Alors, on va tout de suite commencer, hein, je vous propose. Donc, voilà un premier portrait d'Auguste Rodin tel qu'on le connaît le plus souvent. Je vais vous proposer de glisser sur une version plus jeune de ce Rodin à l'âge de 14 ans. Hein, on le voit ici. Il est en fait dans ses toutes premières années. Ce sera donc la première partie de notre chapitre. Il naît en 1840 à Paris. Son père, c'est un fonctionnaire de bureau, un fonctionnaire de police. Il est finalement assez peu enclin à voir son fils partir travailler dans des études artistiques, mais il va quand même le suivre et l'encourager malgré tout, bien que ses revenus soient assez modestes. Donc à 14 ans, il va entrer à la petite école. Alors qu'est-ce que c'est que la petite école? La petite école, en fait, c'est une dénomination en référence à la grande école. Et la grande école, c'est les beaux-arts. La petite école, elle va concerner les futurs artisans, les doreurs, les encadreurs, ceux qui vont mettre de la feuille d'or sur les cadres autour des tableaux, enfin sur les tableaux, ceux qui vont travailler sur des motifs dans certaines peintures, ceux qui vont réaliser les châssis des toiles, etc., etc. Donc tous les petits métiers autour de la peinture, c'est pour ça qu'on l'appelle la petite école. Il va y apprendre à dessiner de mémoire, d'après modèles en atelier, et puis également d'après des modèles qui sont mouvants en plein air. Et cet exercice de la mémoire qui va lui être transmis par son professeur, Horace Lecoq de Boisbaudran, il va en garder, si je puis dire, un certain souvenir, et va toujours utiliser ça, si bien que lorsqu'il va traverser ces différents ateliers, beaucoup plus tard, il aura toujours un morceau d'argile sous la main ou un papier sur lequel il va pouvoir dessiner, croquer très rapidement une figure, un bras, une forme, un mouvement qu'il souhaite capter. Et ça, grâce au dessin. À 15 ans, il étudie avec le sculpteur Albert Ernest Carrier-Belleuse, pardon. Il va suivre donc des cours de dessin et il va travailler le nu. À 17 ans, il va tenter d'entrer à la grande école, celle des beaux-arts, mais c'est un échec, en 1857. Il va récidiver à ce concours 2 fois de suite, mais avec toujours le même insuccès. Alors, je vous propose d'avancer un tout petit peu. On le voit ici, en fait, c'est une photo de Charles-Hippolyte Aubry. Le voici en train de travailler au buste du père Aimard. Alors, qu'est-ce que c'est que ce père Aimard? Le voici, le père Aimard. Voici son portrait. À 22 ans, en fait, il va entrer pour une courte année au noviciat. Qu'est-ce que c'est que le noviciat? C'est l'école pour devenir prêtre, si je fais un petit raccourci, parce que sa sœur va mourir, sa sœur Maria, et il va en éprouver une très forte culpabilité. En tout cas, c'est ce que les éléments biographiques de Rodin nous disent. Et cette culpabilité, il va essayer de la soigner finalement en se tournant vers les choses de l'esprit. Mais le père Aimard voit bien que Rodin n'est pas spécialement quelqu'un porté vers les choses de l'esprit, justement. Il va lui ouvrir un petit atelier, un petit bureau dans lequel il va pouvoir travailler. Et voici ici un bronze d'une des premières réalisations donc de Rodin, daté donc de 1863. Alors, on le voit ici sous différents angles. Alors, ici, c'est un peu plus tard, à partir de ses 24 ans, il va suivre les cours du sculpteur animalier Antoine-Louis Barye, et il va travailler comme ornementaliste dans l'atelier du sculpteur Carrier-Belleuse, qui est un sculpteur qui va suivre pendant de longues années en tant qu'assistant
enfin petite main, puis assistant, et ensuite devenir lui-même un maître. Alors dans cet atelier, eh ben, on voit ici, eh bien, en fait, il va travailler pour le bon goût bourgeois de l'époque. On voit ici des petites sculptures, des bustes, une jeune fille au chapeau, une jeune fille aux fleurs. Et en fait, Rodin, son travail, eh bien, ça va être de réaliser les ornements, ici du chapeau ou là de la parure, de la coiffe de la jeune femme. Et ce sont des petits bustes qui venaient orner les appartements bourgeois. Donc il démarre vraiment tout en bas de l'échelle, si on peut dire. Et puis, il va donc travailler dans cet atelier pour une raison assez simple, c'est qu'il a besoin quand même de subvenir à la vie de sa famille, donc sa femme notamment, Rose Beuret, et de son fils Auguste Eugène, qui va naître l'année de ses 25 ans. Alors pourquoi c'est important de parler de sa femme Rose Beuret? Vous allez le découvrir un petit peu plus tard justement. Alors on continue d'avancer, voici ici un édifice parisien, il s'agit en fait du palais de l'Opéra Garnier, dont les ornements ont été réalisés au sein de l'atelier de Carrier-Belleuse par Auguste Rodin. Et on voit ici donc l'un des premiers portraits d'Auguste Rodin. Alors celui dont je parle, eh bien, c'est l'homme au nez cassé. Ce ne sont pas les deux enfin ce n'est pas le portrait d'Épicure. Donc l'homme au nez cassé, eh bien c'est Bibi. Alors qui est Bibi? Eh bien Bibi, c'est un marginal qui semblait avoir élu domicile dans les rues vers lesquelles travaillait ou en tout cas vivait Rodin. Donc un marginal, un SDF si vous préférez, sorte de portrait d'un vieil homme de quartier, donc au trait très accentué, qui évoque à la fois l'image du philosophe ou de l'écrivain antique, comme une tête d'Homère, ou ici je vous ai mis une tête d'Épicure, et puis en même temps ça pourrait évoquer celle de Michel-Ange. Ici le masque de Bibi est brisé par le gel, donc c'est un masque fragmentaire d'un plâtre qui d'ailleurs a été refusé au Salon de 1865. Alors pour rappel, le Salon, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est cet grand événement annuel parisien dans lequel les artistes vont tenter d'exposer leur œuvre pour obtenir des commandes. Mais on voit dans ce portrait tout en fragments, on voit bien ici que les morceaux de plâtre ont été reconstitués. Rodin a décidé de laisser les marques apparentes du plâtre, des blessures, comme s'il souhaitait accentuer d'ailleurs les traits du visage de ce marginal, comme s'il voulait les marquer encore plus. Donc c'est sa première œuvre qui est ici. On avance pour aller vers ses 30 ans. Alors, vers 1870, donc il va partir pour Bruxelles et il va travailler à nouveau avec le sculpteur Ernest Carrier-Belleuse, puis avec Joseph-Antoine von Rasbourg à la décoration donc d'édifices à Bruxelles, notamment le Palais de la Bourse, le Palais des Académies, mais il va poursuivre en parallèle ses créations personnelles. Donc voilà un exemple d'œuvre, vous voyez, encore très classique que Rodin peut réaliser. Alors je vous ai mis également une petite vidéo que vous trouverez dans le lien après-ci qui explique la fabrication d'une sculpture. Cette vidéo est issue du site du musée Rodin à Paris qui est très bien fait et qui comporte un certain nombre de vidéos qui vous permettront de comprendre comment sont réalisées les sculptures, de l'argile au moulage en plâtre et du moulage en plâtre au moulage pour couler un bronze et ensuite les différentes étapes de finition. Voilà, ceci dit très succinctement. Voilà, ici une influence très importante pour Rodin puisqu'il va effectuer l'année de ses 36 ans un voyage en Italie où il va étudier l'œuvre de Michel-Ange. Il va découvrir un certain goût pour l'antique. Alors on voit ici le David à droite de Michel-Ange. Et il va s'inspirer donc de Michel-Ange, aussi de figures antiques, puisque Michel-Ange c'est la Renaissance, c'est pas l'Antiquité, attention. Et il va s'inspirer et transcender ça en essayant d'insuffler de la vie dans ses sculptures, notamment
à travers la sculpture des esclaves qui est ici au centre, qui est une œuvre de Michel-Ange. Mais on voit que cette œuvre qui paraît non finie, eh bien, Rodin va s'en inspirer pour cette œuvre ici à gauche de Paolo et Francesca. Vous voyez qu'il va reprendre l'idée du non finito, du non fini, le moment où la sculpture émerge de la pierre, hein, mais on voit encore l'aspect brut de cette pierre, comme si Rodin, et Michel-Ange avant lui bien sûr, souhaitaient laisser la présence de la matière, et de la matière s'insuffle la vie ici par le geste de la sculpture. Donc, il va également être intéressé par les traces d'outils, d'inachèvement, les traces qui marquent le marbre, les pics, les pointes, les râpes, les gredins, les trépans, qui créent leur propre esthétique. Et c'est une forme poétique, en tout cas ici, à la fois chez Paolo Francesca, mais chez Michel-Ange aussi dans la figure des esclaves. C'est une forme poétique qui montre effectivement le combat contre la matière, ou avec la matière plutôt, qu'est la sculpture. Les esclaves de Michel-Ange tentant ici de s'échapper de la matière. Alors, on poursuit avec ici une œuvre importante de Michel-Ange à 37 ans. Vous voyez, hein, il n'est pas encore... il commence finalement sa carrière. À 37 ans, il va exposer l'âge d'airain que nous voyons ici. Mais alors, elle est présentée donc sans titre à Bruxelles en janvier 1877. Le titre envisagé était Le Vaincu, en rapport à la défaite française de 1870. Puis il va le présenter au Salon de Paris sous le titre L'Âge d'airain. Alors ça, c'est en rapport à l'évolution du monde dominé par la guerre, qui sera plus tard exposé sous le titre L'éveil de l'humanité. Alors, l'artiste a supprimé la lance initiale qui devait être tenue par le personnage. Mais ce qui est important également de retenir, c'est anecdotique, mais ça c'est une anecdote qui plaît en général, c'est que la qualité du modelé de Rodin a déclenché l'accusation de moulage sur nature et créé un scandale. On voit ici d'ailleurs la photo du jeune Gaudenzio Marconi qui a servi de modèle pour cette œuvre, et en fait on a accusé Rodin d'avoir sculpté d'après nature. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'après nature? Eh bien ça veut dire qu'on l'a accusé d'avoir moulé directement en fait le corps de ce personnage, de cet homme, Gaudenzio Marconi, en y appliquant directement des couches de plâtre. Et ça évidemment c'est une sorte de tricherie, en tout cas c'est considéré comme tel à l'époque. Rodin se défend, il va mettre plus de 20 ans à obtenir finalement son acquittement. Il va être vilipendé dans les journaux de l'époque. Il va être très marqué par cette histoire-là, cette affaire, à tel point que depuis cette œuvre-là, il ne sculptera plus jamais à l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle réelle. Il va toujours ou agrandir ou réduire en fait la taille de ses sculptures pour ne plus jamais être accusé d'avoir moulé d'après nature. Et en fait, non, il a pris un bloc d'argile et puis il l'a moulé, il l'a pas façonné, mais il l'a moulé, il a marqué de ses doigts l'argile pour lui donner vie. Et c'était tellement bien fait finalement qu'on a cru que c'était pas possible. Voilà. Alors, je vous fais une petite erreur en vous précisant qu'en fait, il s'agissait de Gaudenzio Marconi, mais il s'agit en fait de Auguste Ney. Gaudenzio Marconi, c'est le photographe. Donc Auguste Ney, qui est un Belge, et non pas d'Italien, qui est ici sur le modèle. Alors, à 39 ans, il va participer à 2 concours qui vont être marqués par le même insuccès pour lui. Mais il va obtenir une première récompense officielle au salon pour son buste de Saint Jean-Baptiste. Alors l'État va commander une épreuve en bronze en 1881. Il va rentrer la même année à la manufacture de Sèvres,
où il travaillera comme décorateur auprès toujours du même Carrier-Belleuse. Il y restera entre 3 et 6 ans environ. Voici ici une version du Saint Jean-Baptiste avec le corps, hein, dont le corps d'ailleurs sera réutilisé plus tard pour une autre sculpture que je vous présenterai et qui s'appelle l'homme qui marche. Voilà. Il va également rédiger un ouvrage contenant une centaine de facsimilés de ses dessins sur les cathédrales de France en 1914. Alors, on va glisser à une étape importante de l'œuvre de Rodin. Et cette œuvre, eh bien, c'est La Porte de l'Enfer. Il va, à 40 ans, démarrer officiellement sa carrière. Donc là, il n'est plus l'assistant de Carrier-Belleuse, et avec une commande par l'État français du portail du nouveau musée des arts décoratifs, il va donc s'inspirer de la Divine Comédie de Dante, qui est un ouvrage antique, et des Fleurs du Mal de Baudelaire, hein, qui lui est un ouvrage du 19e siècle. Et ces deux livres vont devenir finalement la source de sa créativité pour les portes de ce nouveau musée des arts décoratifs. Alors, cependant, en fait, le musée ne voit jamais le jour, enfin, il ne se situe plus au même endroit, donc le projet de la porte est abandonné, mais Rodin va malgré tout continuer à réaliser cette œuvre, cette fois pour lui-même, et elle va occuper une grande partie de sa vie et restera sans aucun doute en fait un élément très important dans son travail, car elle réunit plus de 200 figures sculptées, dont certaines versions vont devenir autonomes. Par exemple, le Penseur de Rodin est au départ une figure de la Porte de l'Enfer qui s'appelle le Poète. Voilà. Donc on le voit ici, à l'arrière-plan, on peut voir à travers la vitre une version de la Porte de l'Enfer. Alors voici une première maquette. Cette première maquette est conçue en 1881. Elle est inspirée notamment de la Porte du Paradis, créée par Lorenzo Ghiberti, qui est la porte en fait du baptistère de Florence, face à la cathédrale Santa Maria del Fiore. Et sur ces portes, on peut voir ces figures, une porte qui est divisée en 10 cadres, à l'intérieur desquels sont représentées des scènes tirées de l'Ancien Testament, vous voyez ici en haut relief. Donc ça sera sa première source d'inspiration. Et puis, il va réaliser une deuxième maquette vers 1880, qui s'attache à un détail de la porte finalement, où de nombreuses figures apparaissent un petit peu floues. Il va réduire le nombre de panneaux de 10 à 8 et va finalement renoncer à ce compartimentage, hein, l'idée de découper en fait la porte en plusieurs parties, comme l'avait fait avant lui Alighieri, pour finalement revenir je dirais, à ses premiers amours. Ici, Michel-Ange, vous pouvez découvrir le Jugement dernier, qui est donc sur le mur de la chapelle Sixtine, et on a ces espèces de grappes de corps, hein, qui déferlent comme ça de haut en bas dans la verticalité de l'œuvre. Et donc il va créer une relation assez forte finalement avec cette œuvre-là et le traitement des corps notamment. Et puis une troisième maquette va enfin voir le jour. On voit ici au centre la figure du poète, hein, signifiée ici par la flèche, qui donc sera réintitulé Le Penseur en 1889, okay, et qui évoque l'une des figures qui est sur le tombeau de Laurent le Magnifique, Laurent de Médicis, hein, dont le tombeau a été, que vous pouvez voir d'ailleurs à Rome, et qui a été réalisé par Michel-Ange. Donc cette troisième maquette montre la composition qui a été retenue.
hein, avec notamment l'influence quand même très forte, là on peut le voir, hein, de la Renaissance italienne, les lignes orthogonales par exemple, et puis ces pilastres, hein, qui sont ces espèces de colonnes encastrées qui sont ornées de motifs décoratifs. Alors, en 1884, la porte de l'enfer va prendre sa figure définitive, si je puis dire, même si elle n'est pas terminée. Il va monter cette porte en 1889 et il va envisager de la fondre en bronze, mais il va finalement renoncer et remplacer certaines figures par d'autres. Les figures sont tout d'abord modelées en terre, hein, c'est donc de l'argile modelée, et puis ensuite ces modelages en terre sont moulés en plâtre, puis disposés, voire adaptés sur la porte. Alors il faut quand même imaginer cette porte dans l'atelier de Rodin, qui va se construire jour après jour au milieu d'autres commandes. Rodin va y revenir régulièrement, et c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un work in progress, c'est-à-dire une œuvre qui est continuellement en train de se faire, et comme je le disais tout à l'heure, qui va résumer tous ces concepts, toutes ces idées sur la fragmentation, sur le mouvement, sur aussi les formes allégoriques, la poésie. Dimension à la fois plastique très importante, et puis évidemment une question sémantique autour de notions symboliques par exemple. Le budget de la porte de l'enfer a été revu plusieurs fois à la hausse pour un coût au final qui va atteindre 30 000 francs, ce qui est une somme très importante, sinon colossale pour l'époque. Alors, on peut voir ici un projet de porte à 8 panneaux, hein, donc qui n'a pas vu le jour. C'est un dessin au fusain. Et puis on peut découvrir ici ces influences, comme je vous l'ai dit, hein, la Divine Comédie, hein, donc la Divine Comédie de Dante Alighieri, qui est une œuvre du début du XIVe siècle, d'accord, qui a été traduite en français au XVIIIe. Et cette œuvre est très importante parce que c'est à travers les cercles des enfers évoqués dans l'ouvrage que Rodin va puiser son inspiration. On voit ici le penseur du musée Rodin, hein, qui est à l'origine donc le poète situé au centre de la porte de l'enfer. On voit ici Ugolin, prisonnier de la tour de Pise, rendu fou par la faim. Donc là c'est un épisode de la Divine Comédie, rendu fou par la faim, en train de ramper près du corps de ses enfants mourants, et il s'apprête à dévorer leurs cadavres, ce qui vaudra leur damnation. Donc là Rodin en profite pour traiter un thème très cruel et très difficile, auquel on pourrait d'ailleurs attacher beaucoup de symbolique, mais la souffrance ici représentée dans ce corps qui est obligé de faire quelque chose d'horrible passe essentiellement par le mouvement, par les tensions qui sont armées dans le bras et dans le dos, et également dans le visage très expressif que Rodin propose. Alors, autre figure autour de la porte de l'enfer, eh bien, vous voyez ici le baiser, hein, le fameux baiser de Rodin, hein, qui représentait en fait à l'origine Paolo et Francesca, que l'on voit ici. Okay. Paolo et Francesca, des personnages issus également de la Divine Comédie, tués par le mari de Francesca qui les avait surpris en train de s'embrasser. Les deux amoureux furent condamnés à errer dans les enfers. Voilà. Donc on voit ici cette errance, mais elle n'est pas sans rappeler, hein, vous voyez, cette figure-là, ce motif-là de la porte de l'enfer de Paolo et Francesca a vraiment servi de source d'inspiration au baiser plus tard. Alors évidemment, il va finalement ensuite
enlever cette figure-là de la porte de l'enfer. Pourquoi? Parce que la représentation du bonheur et de la sensualité qui est présente dans le baiser ne correspond pas vraiment à la thématique de son grand projet qui est celui de la porte de l'enfer. Ici, voilà, on va trouver également un groupe de 3 personnages qui donc s'appellent les 3 ombres, qui surplombent la porte de l'enfer, et qui a été agrandi pour créer un groupe autonome en 1904 avec les mains entières. Les ombres, ou âmes des damnés, sont ici alignées, chacune selon un angle différent. En fait, vous voyez que c'est 3 fois le même motif qui est répété avec simplement un décalage, avec une rotation, qui donc va impliquer le mouvement avec cette belle harmonie entre les pleins et les vides de cette sculpture, qui vont représenter un demi-cercle, et comme une sorte de duplication en miroir, puisque les 3 figures sont issues du même moule, qui reprennent donc la posture d'Adam. Et puis juste en dessous de ces personnages est inscrit « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ». Voilà comment Rodin pensait que la porte allait accueillir le spectateur. Alors, pour la postérité, eh bien, Rodin va continuer de passer des années à travailler à la porte de l'enfer, en créant un répertoire de formes complètement sans fin, inépuisable, 227 au total, inspiré donc des écrits de Dante, de la Bible, de Hugo et Victor Hugo et de Baudelaire. On a parlé tout à l'heure des Fleurs du Mal, mais on y reviendra. Il va rendre donc les personnages autonomes, c'est-à-dire que ça va devenir des sculptures à part entière, dans d'autres échelles, les amputant d'éléments, rajoutant d'autres, combinant plusieurs formes, combinant plusieurs membres, parfois, les agrandissant. Et puis, il va espérer la montrer en fait à l'exposition universelle de 1889, mais il va finalement la délaisser vers 1890. Après 1900, les modifications vont rester à la marge, et c'est seulement après la mort de Rodin en fait qu'une fonte est décidée, c'est-à-dire en 1917. Alors vous voyez ici, je vous ai mis l'ensemble des figures de la porte de l'enfer, l'ensemble des éléments de la porte de l'enfer. On peut en repérer un certain nombre, comme ici le penseur, qui est donc au centre, ici en violet, mais également d'autres que j'ai pu vous montrer, comme ce Tugolin et ses enfants, dévorant ses enfants, ici, et d'autres tels que les ombres, donc les 3 figures d'Adam en rotation, qui sont ici, qui ornent le sommet de cette porte. Voilà pour cette porte de l'enfer. Je vous ai également proposé dans le Prési en fait des vidéos et des PDF pour aller un petit peu plus loin pour approfondir cette brève présentation de la porte de l'enfer, et pour vraiment comprendre à travers ces vidéos à quel point tout ce travail a été finalement une part importante de la vie de Rodin. Alors évidemment, des portes de l'enfer, vous en trouverez plusieurs exemplaires de par le monde. L'une est au musée Rodin de Paris. Alors nous allons maintenant aborder une autre œuvre très importante de Rodin, qui est Les Bourgeois de Calais. En 1884, la ville de Calais souhaite ériger un monument commémoratif à Eustache de Saint-Pierre, qui est un des personnages importants de la cité de Calais, de la ville de Calais, qui a sauvé la ville durant la guerre de 100 ans. Alors, plusieurs projets et sculpteurs ont été présentés, et Rodin ne reçoit la commande qu'en 1884. Le monument n'est pas refusé officiellement en 1885 par les Calaisiens, enfin par les commanditaires, mais on lui demande néanmoins de transformer son projet.
Et il y a malheureusement eu une faillite par une banque qui détenait les fonds nécessaires à la réalisation de cette œuvre. Et cette faillite finalement a été de bon ton pour Rodin, puisqu'il a pu librement, libéré de ses contraintes financières, poursuivre son œuvre suivant sa libre interprétation. Donc il n'a plus à suivre les demandes de son commanditaire, c'est-à-dire des Calaisiens. Le monument fut inauguré en 1895 à Calais, en présence donc de Rodin. On y voit en fait ici une première maquette, 6 personnages vêtus de la chemise des condamnés, hein, qui sont placés côte à côte sur un très haut piédestal. Alors l'histoire que veut nous raconter Rodin, c'est pour éviter en fait que les Calaisiens soient massacrés pendant la guerre de 100 ans, eh bien les nobles, les personnages les plus importants de la ville sont allés se rendre en sacrifice pour sauver le peuple de Calais. Et donc Rodin veut nous montrer ce moment du sacrifice où ces personnages vont aller au-devant de la mort pour sauver la vie d'autres personnes. Vous voyez qu'il y a une portée allégorique très importante dans cette œuvre. Et puis dans cette deuxième version, en fait, que nous propose Rodin, les personnages sont simplement réunis, non pas en un seul bloc, mais en fait par l'emboîtement de leur socle individuel. Alors, cette œuvre pose une question importante qui est celle du socle. Dans l'esprit de Rodin, le choix de l'emplacement du monument en fait détermine la conception de son socle, ce qui est en soi une idée déjà très, très moderne. Alors, ça va donner lieu à de nombreuses tractations, de nombreuses discussions avec le comité de la commande. Rodin va proposer 2 solutions, une solution très en hauteur où ces Calaisiens sacrifiés seront vus par en dessous. On voit d'ailleurs ici en fait un piédestal réalisé en échafaudage en bois. Hein. Rodin a déplacé la sculpture dans l'un de ses jardins parisiens pour voir ce que ça pouvait donner si les personnages étaient mis en hauteur, c'est-à-dire au-dessus des spectateurs. Hein. Et puis il a proposé une autre version avec un socle très bas. Alors on voit ici une photo qui est datée de 1905, donc c'est tel que vous le voyez sur cette photographie que les Calaisiens ont découvert la sculpture. Donc vous voyez avec un piédestal plus bas, mais l'idée vraiment finale de Rodin, c'était de pouvoir les mettre vraiment à l'horizontale, c'est-à-dire à la même hauteur que les spectateurs, que ceux qui approcheraient la sculpture. Alors soit donc il se découpait sur le ciel, comme dans cette image, soit le socle était très bas pour laisser au public la possibilité d'entrer en interaction directe avec la sculpture. Alors ça c'est très novateur pour Rodin, puisque ça ne se fait pas de faire des socles bas. En fait, le socle, c'est un piédestal qui sert à contenir la sculpture, exactement comme un cadre pour un tableau, et puis il doit la mettre en valeur. Mais Rodin va être l'un des premiers sculpteurs à considérer que le socle est un élément de la sculpture et que donc il raconte quelque chose. Et là, on pourrait utiliser le terme de dispositif de présentation, même si c'est un terme anachronique à l'époque de Rodin, puisque cette expression n'existe pas encore. Le concept même n'existe pas encore, puisque c'est lui-même d'ailleurs qui va en être un peu à la source parmi d'autres, et puis par la suite de Brancusi, d'autres sculpteurs. Donc, le socle, il le souhaite finalement absent pour que les spectateurs puissent s'approcher au mieux de la sculpture, donc il veut un socle bas. Donc la photo que vous voyez ici, en fait, c'est telle qu'elle est installée aujourd'hui dans les jardins du musée Rodin. Et puis là, vous voyez, c'est un vilain compromis, mais de l'époque, puisqu'on n'imaginait pas une sculpture sans socle. Et vous voyez que les grilles en mettent une sorte de mise à distance qui est un peu malheureuse, en tout cas pour nous aujourd'hui. Alors, c'est une possibilité pour Rodin d'individualiser les personnages.
même s'il obtient une commande où en fait il doit montrer des héros, hein, finalement il va quand même suivre son chemin pour montrer des personnages qui peuvent être dans la peur, qui peuvent être dans la souffrance, qui peuvent être dans l'angoisse, puisque, je vous le rappelle, hein, ces personnages vont se sacrifier, ces personnes vont se sacrifier. Vous voyez ici en fait un portrait de Eustache de Saint-Pierre. Hein. Il va enquêter Rodin en profondeur sur les protagonistes du drame, et puis il croit à la morphologie régionaliste. Alors qu'est-ce que c'est que la morphologie régionaliste? Eh bien c'est cette idée que, en tout cas à l'époque, il y a des types de figures en fonction des régions où on habite. Donc il fait poser des personnes originaires du Pas-de-Calais. Il va réutiliser plusieurs fois la même main pour différents personnages. Vous avez ici la main de Pierre et également la main de Jacques de Visan, hein, qui sont d'autres personnages présents dans le groupe, dans la sculpture. Mais il va également, vous voyez ici, la présenter de façon autonome sur un socle, évidemment plus tard dans un autre registre. Vous voyez également ici une photographie prise dans l'atelier boulevard de Vaugirard. Et cette photographie, donc d'un des éléments, l'un des personnages des bourgeois de Calais, est ici retouché à la plume par Rodin. L'occasion pour moi de vous dire que Rodin, on y reviendra par la suite, utilisait la photographie comme un élément important de son travail, à la fois pour servir de catalogue, et pour référencer son travail, mais aussi comme outil pour retoucher. Et donc les retouches qui sont proposées ici sont des indications pour les assistants pour retoucher certains éléments. Voilà. Vous voyez que ça c'est extrêmement moderne comme attitude. La photo à cette période-là n'a qu'une une trentaine d'années. Donc il va essayer d'exprimer des sentiments différents pour chacune des figures. Pour chacune des figures, les modeler grandeur nature. Elles vont exprimer finalement différentes émotions face à la mort, le désespoir, la résignation, le courage, l'impassibilité, l'indécision. Chaque personnage exprime quelque chose de différent. Et pour ça, je vous invite évidemment à aller voir dans le Prési une représentation tridimensionnelle, en 3D, de cette œuvre où on peut s'approcher au plus près des personnages. Et puis vous avez également ici un lien d'un PDF sur cette sculpture qui vous permettra d'en voir un petit peu plus. Mais pour conclure sur ce groupe, eh bien, il va travailler donc d'après modèle vivant, comme je vous le disais, l'expression des têtes, l'expression des mains qui racontent quelque chose. Et puis ces personnages, ces figures, ces mains vont être réutilisées dans d'autres assemblages plus tard. La maquette fait quand même polémique du fait que ces personnages ne sont pas héroïques, mais en fait sont des hommes, simplement, abattus, découragés, effrayés, sans aucun doute, et individualisés. Il était de bon ton, cette période-là, de plutôt réaliser des sculptures comme vous pouvez en voir aujourd'hui sur les monuments aux morts, avec une forme pyramidale, et puis la figure du héros ascendant qui va braver la mort. Et bien là, c'est tout le contraire, on n'est pas dans une forme horizontale, pyramidale qui remonte, ascendante, mais on est dans quelque chose de très horizontal, on pourrait dire très terre-à-terre, pour rejoindre l'idée du socle qui doit être très bas, où finalement ces héros sont individualisés et montrés comme des hommes, tout simplement des hommes. Alors, autre entrée pour poursuivre, eh bien, Camille Claudel. Alors Camille Claudel, eh bien, c'est un personnage important, on y reviendra. À 43 ans, Rodin va rencontrer cette sculptrice qui est en fait l'une de ses assistantes au départ, qui a 19 ans. Et elle va devenir, donc, comme je vous le disais, son assistante, mais également sa maîtresse jusqu'à ses 51 ans. Donc elle avait 27 ans lorsqu'ils se sont quittés. Ils vont avoir une relation houleuse, mais passionnelle, qui va durer plus de 15 ans.
Elle va rester son plus grand amour et une source d'inspiration importante pour Rodin. On le verra à travers différentes sculptures, notamment ici cette petite tête de Camille Claudel. Le visage de Camille Claudel inspire et fascine Rodin, qui en va réaliser donc plusieurs portraits entre 1890 et 1900. Des portraits tels que l'Aurore ou des compositions comme l'Adieu, qui marquera la fin de leur relation. On voit ici les traces du travail qui sont laissées apparentes sur la coiffe, notamment les boulettes de terre sont présentes, et puis les marques au niveau du visage. Alors, il faudra absolument regarder d'un peu plus près cette histoire avec Camille Claudel. Je vous ai mis également ici un petit PDF qui raconte son histoire. Il y a également un film qui est sorti sur la relation entre Camille Claudel et Rodin. Dans une lettre après la séparation, il indique d'ailleurs lui-même qu'il ne souhaite plus sculpter, qu'il souhaite arrêter la sculpture, que de perdre Camille Claudel est un drame sans fin pour lui. Donc il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression. Elle sera en quelque sorte sa muse, mais elle deviendra également une grande sculptrice, je dirais post-mortem. Rodin à son hôtel particulier à Paris, qui deviendra plus tard un musée, va demander dans son testament qu'une salle soit réservée aux œuvres de Camille Claudel à l'intérieur de son musée. C'est dire l'attachement qu'il portait à cette personne. Voilà, donc nous en avons terminé pour cette première partie. On peut peut-être faire un petit zoom arrière pour découvrir finalement tout ce que nous avons vu jusque-là. Les premières années, donc je vous invite à revenir dessus. Également, la porte de l'enfer, que nous avons abordé, le projet d'une vie. La formation par l'expérience, et bien là c'est toutes ces années d'apprentissage. Retenez bien cette sculpture L'âge d'airain, et puis enfin les bourgeois de Calais et la relation à Camille Claudel que j'ai ici esquissée très, très brièvement, mais sur laquelle nous reviendrons à travers d'autres sculptures. Voilà, eh bien nous en avons terminé. Je vous donne rendez-vous à la deuxième partie de ce cours sur Auguste Rodin.